Pour ce numéro de Politique Éco, TV Liberté s'est rendu dans les locaux de l'association du dialogue franco-russe à Paris pour suivre une conférence d'Olivier Delamarche et Philippe Béchade intitulée « Dédollarisation, jusqu'où la Russie peut-elle se passer de l'actif le plus liquide au monde ?» Ma première question, Philippe Béchade, pourquoi échapper au dollar ? Le thème de la conférence était effectivement expliquer que dédollariser, ça ne veut pas dire simplement se débarrasser d'une devise dont on ne pense pas qu'elle soit solide, qu'elle permette de conserver de la valeur sur le long terme, ou qui au contraire est mal commode pour le commerce international, ce qui est tout le contraire du dollar, qui est évidemment la devise de référence. Se dédollariser, c'est d'abord échapper à l'extraterritorialité du droit américain qui est attaché à l'usage que l'on fait du dollar. Et c'est les Américains qui vous disent quel usage vous pouvez faire du dollar et avec qui vous pouvez commercer. Ce qui est un cas unique parmi toutes les devises, évidemment, circulant sur la planète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette notion d'extraterritorialité du dollar, du droit américain, pardon ? Alors, c'est quelque chose de presque surréaliste. Vous expliquez ça comme je vais vous le faire, là, je vais vous faire un petit pitch. Vous allez dire, non mais, c'est une blague. Non, d'accord, on a compris, vous vouliez nous faire rire. Hein, on va pas gober de ça, on va pas gober ça. Hein, vous me dites que si je vais acheter ou vendre quelque chose à l'Iran ou à la Russie, je vais recevoir une amende, je vais même pas pouvoir me défendre, et on va me coller une pénalité du montant qui ira bien de façon totalement arbitraire pour un montant astronomique que la justice américaine aura décidé parce que j'ai utilisé mes dollars avec des gens que l'Amérique n'aime pas. Bon, si c'était ça, tout le monde le saurait. Oui, mais c'est bien comme ça. Alors, justement, Philippe Béchade, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un État ou une entité ne peut pas échapper à cette notion d'extraterritorialité du droit américain ? Parce qu'une bonne partie du commerce mondial se fait en dollars. Des gens même pas très amicaux avec les États-Unis détiennent du dollar et peuvent acheter des biens, des services en dollars. Donc les États-Unis disent, ceux qui nous aiment pas, ah ben alors, s'ils nous aiment vraiment pas, eh ben le dollar qu'ils détiennent, ils peuvent plus rien en faire. Voilà. Et s'ils l'utilisent et que des gens l'acceptent, ceux qui ont accepté des dollars venant d'un pays qui est blacklisté, paf, punis. Voilà. Quant à ceux qui voudraient acheter des biens à un pays blacklisté, si vous voulez leur remettre des dollars, pareil, interdit. Vous avez évoqué lors de cette conférence, Philippe Béchade, le cas de l'Inde lors d'un achat de missiles qui avait pu justement échapper à cette notion d'extraterritorialité. Comme on est dans le domaine de l'arbitraire pur, les Américains peuvent décider qu'un tel a fait une faute impardonnable qui sera sanctionnée de la façon la plus implacable. Et puis on peut très bien considérer que ah non mais eux ils savaient pas bien, il faut leur accorder le bénéfice du doute, on leur explique bien puis ils le feront plus. Bon, c'est le cas de l'Inde, qui achète du matériel russe et qui le paye effectivement en dollars. Non, il faut pas, non. Bon, l'Inde dit d'accord, maintenant je vais payer en roubles, comme ça il n'y aura plus de dollars dans mes transactions. Et les États-Unis n'ont pas sanctionné l'Inde. Là, on leur a fait une fleur. La BNP, qui est riche, on leur a confisqué le bénéfice d'une année, c'est-à-dire 9 milliards. La Société Générale, on l'aura collé pour 1,4 milliard. Et puis les autres, on regarde. C'est à l'avenant. Hein. Vous avez combien en caisse ? 9 milliards. On vous les prend. Vous, combien ? 1,4 ? On vous les prend. À vous, 350 seulement ? Vous êtes des petits joueurs. Bon, on vous les prend quand même. Voilà. Et l'Inde, elle, y a échappé parce que quelqu'un est venu dire au département de la justice attendez, bon, ils achètent du matériel aux Russes, mais ils nous en achètent aussi à nous. Hein. Si on leur colle des pénalités, ils ne vont plus jamais nous acheter aucun matériel. Donc voilà comment ça se passe. C'est arbitraire, Philippe Béchade, et c'est même, vous l'avez dit lors de cette conférence, à géométrie variable dans le temps. Ils font un petit peu vraiment totalement ce qu'ils veulent en fait.
Oui, alors là on va revenir dans la catégorie, si je vous le raconte, c'est pour vous faire rigoler. Non, c'est tout à fait vrai. Ils ont fait le coup aux Chinois, ils leur ont dit, ah bah vous avez passé une commande il y a 3 ans, il y a 3 ans les Russes n'étaient pas sous sanction, maintenant ils sont sous sanction, donc vous avez fait des achats, bah vous allez prendre une pénalité. Ah, les Chinois ont dit, mais là vous rigolez, c'était pour nous faire rien. Non, c'est vrai, vous allez nous payer. Et là, les Chinois, ils se sont dit, peut-être qu'on va revoir les règles du commerce international, là, parce qu'il y a un truc vous voyez, bon, déjà, vos règles, comme ça, on trouve qu'elles sont un peu bizarres, hein, mais en plus de ça, si elles deviennent rétroactives, alors là, vous vous foutez de nous. Et j'ai l'impression que les Chinois n'ont toujours pas digéré, en fait, ça. Et que c'est pourquoi la situation continue de s'envenimer entre les Chinois et les États-Unis sur les questions commerciales, et pas seulement parce que les Chinois font depuis trop longtemps des excédents et parce que les Chinois sont protectionnistes, etc. Les Chinois, ils ont aussi des griefs contre les Américains, parce que leurs règles du jeu, ça leur va pas forcément. On comprend donc, Philippe Béchade, pourquoi la Russie aurait intérêt à se dédollariser pour se sortir, on va dire, des griffes du pouvoir américain, mais peut-elle totalement se dédollariser? Et d'ailleurs, a-t-elle intérêt à se dédollariser totalement? Mais personne n'a intérêt à se dédollariser totalement. Il faut juste se dédollariser pour effectuer les transactions qui sont interdites en dollars. La dédollarisation totale, à mon sens, quel est l'intérêt? Par contre, si c'est pour, chaque fois qu'on sort $1 de son portefeuille, se prendre une amende, bah à ce moment-là, oui, je les jette, mes dollars, j'en veux plus. Voilà. Si c'est ça, d'accord, alors je me dédollarise totalement. Mais si je suis encore autorisé à faire des transactions avec des gens qui ont l'autorisation des États-Unis, j'ai intérêt quand même à garder un petit peu de dollars. Mais la Russie, elle est sous sanction. Voilà, les banques russes ne peuvent pas se refinancer aux États-Unis, elles ne peuvent pas régler des achats à des pays qui sont alliés des États-Unis, etc., etc. Donc c'est la limitation fait que la Russie aujourd'hui a tout intérêt à chercher d'autres moyens de faire des transactions, c'est-à-dire du troc, d'énergie, de matières premières, etc. Si on leur interdit vraiment d'utiliser le dollar, je comprends que la Russie se dédollarise totalement. On doit y arriver, on doit pouvoir survivre sans le dollar. Hein. Vous aviez également, lors de cette conférence, Philippe Béchade, évoqué le cas de la Libye ou même de l'Irak, des pays qui avaient essayé justement de se dédollariser. Vous l'aviez évoqué, Mouammar Kadhafi avait essayé avec des pays subsahariens de créer une monnaie reposant totalement sur l'or. On voit ce qui est arrivé à ces économies-là. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de ce que vous avez appelé la dédollarisation à la chinoise? Qu'est-ce que c'est ? Alors les Chinois se sont fait signifier, entre autres, que s'ils venaient à liquider une partie de leur stock de bons du Trésor, qu'ils ont accumulé grâce aux excédents sur les consommateurs américains, on considérerait, et là c'est pas Donald Trump, hein, c'était déjà sous Obama, les menaces étaient très 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 claire, très ouverte. Si vous vous mettez à vendre massivement des T-bonds pour mettre l'Amérique en difficulté, ça sera considéré comme un acte de guerre. Alors, acte de guerre économique, j'espère que c'était pas vraiment au sens littéral, mais enfin ça a quand même été dit. Monsieur Trump, là, par contre, s'inscrit tout à fait dans la même stratégie. Et même pensée, si les Chinois liquident des stocks de bons du Trésor, c'est un acte hostile. Alors les Chinois, comme ils n'ont pas le droit de vendre beaucoup de dollars à la fois parce que ça se verrait, ils ont trouvé un système. Les dollars, ils les prêtent à des pays avec lesquels ils sont en affaires, ou qui sont leurs fournisseurs de matières premières. Et il leur dit, voilà, il vous faut quoi, quelques centaines de kilomètres d'autoroute, une ligne de chemin de fer pour acheminer le minerai, une centrale thermique pour fabriquer le courant qui permet de faire fonctionner la mine. Très bien, on va vous avancer tout ça. Et puis, on rajoute quand même, hein, parce qu'on a confiance, mais on veut quand même être prudent jusqu'au bout. On dit, voilà, si jamais vous aviez un problème pour trouver des dollars pour nous rembourser,
Parce que vous avez acheté du matériel, même chez les Américains, pour une mine, il faut du matériel Caterpillar ou des grues sud-coréennes, du Komatsu ou de l'Hitachi. Si demain vous n'avez pas de quoi rembourser, vous ne retrouvez plus vos dollars, à ce moment-là, vous nous remboursez avec les matières premières que vous extrayez. Et pas de chance, il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas rembourser en dollars, ils remboursent en matières premières. La Chine dit, vous voyez, c'est pas de chance. On avait des dollars, on les a prêtés, puis les gens sont vraiment pas sérieux, ils ne les rendent pas. En toile de fond, et pour terminer, Philippe Béchade, évidemment, se dessine à travers vos réponses la méfiance des gens vis-à-vis de la monnaie. Quelle serait une monnaie idéale pour vous ? On va dire que vous prenez... Alors, je dirais que la monnaie idéale, c'est celle que tout le monde veut, et aujourd'hui... c'est l'or, mais c'est plus vraiment une monnaie. Alors l'or a encore cours sous sa forme monétaire en Afrique du Sud, au travers du rand. L'argent a cours légal au Canada avec la maple leaf, avec la kookaburra en Australie. Vous avez le panda en Chine. On va dire que c'est des monnaies, mais elles sont pas pratiques. Évidemment, on ne va pas aller acheter une voiture, remplir sa cuve de fuel et donner des pièces d'argent au gars qui vient vous livrer 500 litres de fuel. Bon, c'est des exemples un peu bêta, mais aujourd'hui, ça peut servir, par exemple, de garantie dans une transaction. Par exemple, j'ai quelques lingots, ça peut sécuriser une transaction immobilière ou autre. Mais il est évident que les monnaies métal ont perdu ce rôle, et l'ont perdu d'ailleurs il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps. Ça fait depuis, je pense, la fin du 19e siècle, qu'on n'a plus vraiment l'usage de la monnaie or, de la monnaie argent. Les États-Unis ont peut-être été parmi les derniers à l'utiliser, le silver dollar, tout ça. Donc aujourd'hui. Et donc, cette monnaie idéale, quelle serait-elle ? Alors, ça serait une monnaie qui offre un rendement. Donc le dollar, ça c'est bien. Une monnaie émise par un pays qui, par contre, ne vient pas vous chercher des noises, il ne vient pas vous dire alors là, vous pouvez acheter ça, vous ne pouvez pas. Avec lui, vous pouvez. Avec eux, vous ne pouvez pas, etc., qui se mêlent de vos affaires et qui, en plus de ça, vous collent des pénalités. Donc, le dollar rapporte, mais les joyeusetés que je décris, ça, personne n'en veut. Il faut une monnaie qui soit très, très liquide, répandue partout, qui soit négociable partout dans le monde. Moi, je suis allé successivement en Birmanie, Indonésie, Tanzanie, Iran, même l'Iran. Le dollar, il a cours partout, naturellement. La Tanzanie, c'est la deuxième monnaie. Je peux vous citer plein de pays où le dollar est la deuxième monnaie. Donc il faudrait une monnaie qui soit vraiment universelle, qui ait un rendement positif, ce que n'a plus l'euro, qui soit considéré comme solide, c'est-à-dire qu'on ne risque pas demain de vous dire là, il va falloir qu'on double la masse monétaire là, très très vite. En 2-3 ans, il faut qu'on double la masse monétaire. Il ne faut pas un pays qui fasse ça, naturellement. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune monnaie dans le monde qui répond à tous les critères. Il y a des monnaies qui sont sainement gérées, mais c'est des petits pays. Alors, Singapour, la Norvège, je peux vous en citer d'autres. C'est tout petit, donc il n'y a pas de masse. La monnaie suisse, très très bien, on a vraiment confiance, mais elle offre un rendement négatif. L'euro, maintenant ça y est, il offre aussi un rendement négatif. Alors il est plus répandu peut-être que le franc suisse, et encore, je suis pas sûr. Vous évoquez, Philippe Béchade, vraiment pour terminer, le cas de pays comme la Pologne et la Russie qui achètent beaucoup d'or en ce moment. Est-ce que vous conseilleriez aux Français, aux gens en général, d'acheter de l'or ? La question qu'on va se poser, si j'achète de l'or, il est dans mon coffre, personne ne va venir me le prendre. La Russie, on se dit, faudrait pas que mon pays, d'un seul coup du jour au lendemain, se fâche vraiment avec Poutine, par exemple. C'est-à-dire, d'un seul coup, les avoirs des Français, boum, ils sont gelés. C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est est-ce que cette monnaie, si je détiens du rouble ou une autre devise, est-ce que d'un seul coup on va pas me dire vous faites partie des gens qui nous créent des embêtements et d'un seul coup à votre tour vous n'êtes plus libre d'en disposer. Voilà. Les Suisses vous feront jamais ça, par exemple.
Merci Philippe Béchade. À mes côtés à présent, Olivier Delamarche, fondateur de Triskelion Wealth Management, chroniqueur hebdomadaire sur BFM Business entre 2009 et 2017, membre fondateur des Éconoclastes, chroniqueur chez RT. Olivier Delamarche, vous aviez commencé cette conférence donc par nous parler du système SWIFT auquel les Américains sur le système SWIFT qui est contrôlé par les Américains, et donc les Américains auraient un pouvoir sur les Russes et les Chinois vis-à-vis de ce système SWIFT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est ce système ? C'est un système qui permet non pas de faire d'effectuer des transactions, mais simplement de donner de transmettre l'ordre de transactions. Et donc, en effet, comme on le disait, il y a quand même beaucoup de transactions qui se font en dollars. Et donc, vous avez les États-Unis qui ont un pouvoir. Alors, les gens qui gèrent SWIFT, quelquefois, se font tirer l'oreille pour dire non, on est indépendant et on n'obéit pas le doigt sur la couture du pantalon. En fait, ils obéissent quand même pas mal. Et à un moment, les États-Unis, il y a quelques temps, avaient menacé les Russes de couper le système SWIFT. Quand vous coupez le système SWIFT et que vous n'avez pas de système alternatif, eh bien, vous ne faites plus une transaction. Et donc, ça devient très vite très compliqué pour vous. Donc, à force de pousser le bouchon et d'agiter cette menace, les Chinois et les Russes se sont dit, ça serait peut-être pas idiot de faire un système alternatif. Ils l'ont fait chacun de leur côté, et apparemment, aux dernières nouvelles, les Russes seraient en train de se plugger plutôt sur le système chinois, alors qui s'appelle le CIFP, je crois, quelque chose comme ça, sur le système chinois. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que tant que vous avez des transactions qui se font entre les Russes ou entre les Russes et les Chinois, ou quelques systèmes qui soient reliés à eux, l'Iran par exemple, on pourrait imaginer ça, eh bien tout se passe bien. Mais quand vous voulez faire des transactions avec d'autres pays qui ne sont pas sur ce système mais qui sont avec le système SWIFT, ça risque d'être plus compliqué. Donc voilà, donc il faut à un moment, il faut prendre ça pour une tentative de se sortir de cette menace américaine, mais pour l'instant en tout cas, il ne faut pas penser que toute transaction peut passer par là, et donc c'est assez limité. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une menace des Américains ? Est-ce que les Américains peuvent vraiment couper le robinet aux Russes et aux Chinois ? Pas vraiment. Regardez ce qui s'est passé. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les choses sont beaucoup plus équilibrées qu'on ne peut le penser. Regardez ce qui s'est passé avec les Chinois et la menace sur Huawei. Vous savez qu'à un moment, Trump a dit on va couper la licence Android à Huawei. La réponse du berger à la bergère, ça a été, de la part du président chinois, ça a été écoutez, très bien, nous on va vous couper l'alimentation sur les terres rares. Or, ils ont aujourd'hui un monopole quasi sur les terres rares. C'est eux qui sont à 90% du marché. Donc ils ont même acheté la principale mine américaine d'ailleurs de terres rares. Donc c'est donnant-donnant. Si vous coupez les terres rares, ça veut dire terres rares et métaux rares, ça veut dire qu'il n'y a plus d'industrie aux États-Unis, parce que malheureusement, on en met partout. Donc
ça va être très vite, ça a été très vite réglé puisque Monsieur Trump a fait machine arrière en disant finalement la licence Android on va vous la laisser quelque temps encore, on va réfléchir à la question. Donc faut voir que ça se retourne aussi contre eux et que à force de pousser le bouchon, à force de coller des amendes, à force de coller des sanctions, etc. Vous avez le système qui se retourne contre eux parce que évidemment vous poussez les Russes dans les bras des Chinois, etc. Justement, avec Philippe Béchat, vous évoquez le fait que le Brésil et l'Argentine avaient déjà commencé à se dédollariser. Vous aviez même évoqué que les Russes avaient vendu quelques centaines de milliards d'actifs en quelques semaines. Quelles en ont été les conséquences justement de cette dédollarisation commencée ? C'est pas les Russes qui ont vendu, c'est les Chinois qui ont vendu. Les Russes, ils ont vendu, mais ils ont vendu 80 milliards sur une année à peu près. Donc maintenant, il leur reste quelques broutilles, mais c'est pas grand-chose. En revanche, les Chinois qui avaient 1200 milliards à un moment ont vendu pas mal de bons du Trésor américain et ça s'est passé. Mais il reste quand même, aujourd'hui, les Chinois, ils restent quand même les premiers détenteurs de bonds américains. Les Chinois ont-ils aujourd'hui assez d'or pour concurrencer un dollar ? Non. Non, probablement pas. Je vous ai dit dans la conférence là qu'on vient de faire, je vous ai dit on n'en sait rien. On ne sait pas combien ils ont d'or réellement. Alors je vous ai dit aussi qu'il y avait des estimations qui pouvaient aller jusqu'à 14 000 tonnes, mais 14 000 tonnes c'est rien. Si avec un cours à $1 500 l'once, 14 000 tonnes, c'est pas grand-chose, si vous voulez. Donc, alors vous allez aussi peut-être dans cette histoire-là, vous allez peut-être aussi ne pas mettre que de l'or. C'est une possibilité, faire un panier de quelque chose, de livrable. Et puis, les Russes, en effet, achètent beaucoup d'or. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas alliés sur cette question-là pour essayer de sortir une monnaie concurrente? Mais il faut leur laisser le temps. C'est-à-dire qu'il faut, aujourd'hui, si vous voulez concurrencer vraiment le dollar, il va falloir quelques tonnes de plus. Quelles conséquences si les Chinois se mettent à lancer un actif concurrent du dollar ? Ça va être très fâcheux comme conséquence, c'est-à-dire que les Américains, ils n'aiment pas qu'on vienne concurrencer leur dollar, donc je ne sais pas comment ils vont réagir, mais en tout cas, probablement mal. Voilà. Donc après, ne me demandez pas, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais il est évident que déjà le jour où les Chinois vont annoncer leur stock d'or réel, ça risque de secouer un petit peu. Les Chinois ont en tout cas déjà créé un standard or, dites-nous pourquoi. C'est ce que je vous ai dit. Quand on crée un standard or, c'est d'abord pour éliminer tout ce qui n'est pas au standard. C'est bien pratique. Sinon, je ne vois pas bien l'intérêt d'en créer un. Ils refondent absolument tout ce qu'ils achètent, qui passe par quelques fonderies en Suisse. Et le nouveau standard, c'est le lingot d'1 kilo en 4x9, donc pur, absolument pur. Voilà, et donc et ça, vous avez quelques fonderies dans le monde qui sont capables de le faire, et ils refondent tous leurs lingots. Donc je me dis que c'est pas forcément pour acheter des boucles d'oreilles ou pour fabriquer des boucles d'oreilles. Donc voilà, je pense que en effet, ils sont en train de créer un standard parce que si vous avez un standard, justement, si vous créez une monnaie qui est basée et qui est livrable en or, il faudra livrer ce standard si vous voulez être payé. Voilà. Dernière question, Olivier Delamarche. Vous nous dites qu'on assiste à la fin d'un système et pourtant, vous dites qu'on ne pourra pas, en tout cas, assister à un effondrement du dollar. C'est pas un peu paradoxal ? Pas dans un premier temps. C'est-à-dire qu'après, toute la question est le timing. Pas dans un premier temps. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, c'est que le dollar, aujourd'hui, était
encore la monnaie la plus liquide au monde. Et pas que la monnaie la plus liquide, l'actif le plus liquide au monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce que beaucoup annoncent en disant souvent que le dollar va se casser la figure, etc., parce qu'il vaut plus rien, parce qu'on a fait des quantitative easing, qu'on a fait tourner la planche à billets, etc., je pense que vous aurez beaucoup de monnaies qui vont s'effondrer avant le dollar. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, si vous êtes une banque centrale, si vous êtes un fonds de pension, si vous êtes BlackRock, dont on parlait à la fin de cette réunion, et qu'à un moment, il faut que vous sortiez telle ou telle devise, l'euro ou le yen, parce qu'il y a un problème dessus, sur quoi vous pouvez vous réfugier? Que sur le dollar, parce que sur la couronne norvégienne, ça va être un problème. Il n'y en a pas. Hein. Donc, vous allez aller évidemment sur l'actif le plus liquide, parce que ça vous offrira un refuge. Alors après... ça ne veut pas dire pour ça que le dollar va ne faire que se renforcer. Mais ponctuellement, aujourd'hui, je préfère avoir du dollar que de l'euro. Très clairement. Merci beaucoup, Olivier Delamarche. C'est la fin de ce numéro de Politique Éco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'Olivier Pichon. Nous recevrons Philippe Murer.